Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leur pratique, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui, flash numéro 41, je te parle du mythe de la spécificité en escalade. Je commence par un petit aparté, mais je vous remercie pour vos réactions, que ce soit sur Instagram, quand vous réagissez en story, pour voter pour les thèmes des prochains épisodes, pour me poser vos questions. Il y aura la question de Damien en fin de podcast, j'y répondrai en détail. Mais voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à aller me suivre sur Instagram. Je partage justement ces fameuses stories pour annoncer que je vais enregistrer tel ou tel podcast. Vous me suggérez des thèmes, vous me posez vos questions. Je poste aussi mes petits entraînements, nos témoignages clients sur Ascension, etc. Donc, si ce n'est pas encore le cas, va me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Maintenant que cela est dit, je vais passer au petit paragraphe d'introduction pour faire du coup le petit topo du podcast. Tu fais du renfo, des suspensions sur la poutre, de la grimpe en salle plusieurs fois par semaine, mais est-ce que tout ça, ça te rapproche vraiment de ton objectif ? Dans cet épisode flash, je t'explique pourquoi la spécificité en escalade est, pour la plupart des grimpeurs, un terme qui est mal compris. Je t'explique pourquoi spécifique ne veut pas dire ce que tu crois et comment aligner ton entraînement avec ce que tu veux vraiment accomplir en escalade. Que ce soit un projet en falaise, un bloc en forêt, un niveau en compétition ou juste une performance en particulier, je te parle de tout ça en détail dans ce podcast Flash 41. Donc maintenant que c'est dit, je vais passer au petit sommaire de l'épisode. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais passer sur la définition de la spécificité et là, j'ai noté ma définition de la spécificité. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais dire dans cette partie, dans ce podcast, c'est ma vision subjective de coach, de tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu expérimenter sur le terrain avec plus de 400 athlètes coachés, si vraiment on schématise tout ce que j'ai fait depuis le début, que je fais des coachings en escalade, avec Ascension, quand j'étais tout seul avant, etc. Mais vraiment, quelle est en gros la plus grosse leçon que j'ai appris de toutes ces années de coaching par rapport à ce fameux terme de la spécificité. Donc ça, c'est la première partie, ma définition de la spécificité. Ensuite, les différents degrés de spécificité. Je vais te parler du coup de la grimpe, du renfo, des exos dans le renfo, de quelle priorité il faut avoir par rapport à tout ça. Fameuse erreur classique de vouloir tout faire en même temps, c'est ce qui sabote la plupart de la progression de quasiment tous les grimpeurs en fait, tout simplement, qui n'arrivent pas à progresser. Ensuite, je te dis concrètement comment remettre la spécificité au centre de ta semaine. Et enfin, je répondrai du coup à la question de Damien, quand passer du général au spécifique, mais je relirai sa question en détail à la fin de l'épisode. On est parti tout de suite pour le début de l'épisode, la fameuse question, c'est quoi la spécificité, ma vision de coach ? Je vais aller directement dans le vif du sujet, c'est un podcast flash, je vais pas passer par une démonstration très compliquée, etc. Mais pour moi, la spécificité de l'entraînement en escalade, ça doit être 100% lié à ton objectif et à tes facteurs limitants qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Je prends un exemple très concret, je veux faire un 7B voies en falaise, après travail. C'est ça ma spécificité. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas grimper dans un 7B voies en falaise, ce n'est pas spécifique à mon objectif. Et après, ça peut être spécifique à mes facteurs limitants. C'est-à-dire que, imaginons, via tout ce que je décris dans tous les autres podcasts, via des tests, via des sensations, via des feedbacks extérieurs, internes, etc., je me rends compte que, je prends un exemple au hasard, je manque de résistance et je manque de force au niveau de la tenue de prise. En fait, toute l'organisation de ma semaine pour progresser, pour atteindre cet objectif et donc pour être spécifique à cet objectif, doit se baser là-dessus. C'est-à-dire que ma priorité absolue, ça doit être grimper en falaise. Ma deuxième priorité, ça doit être grimper dans mon projet. Si jamais la période ne s'y prête pas ou que le projet est trop lointain, donc là si je reprends par exemple mon exemple du 7B et que actuellement on va dire que je viens de sortir mon premier 7A, il y a quand même un gap entre 7A et 7B, et donc peut-être que la meilleure des idées, c'est pas forcément d'aller directement travailler un projet en 7B. Peut-être qu'il y a d'autres étapes intermédiaires à remplir avant,
mais ça va rester spécifique parce que ça va par exemple être faire du volume dans le 7A+, en falaise par exemple, etc. etc. Enfin voilà, vous n'allez pas passer directement de niveau 7A projet à volume dans le 7A+, mais vous voyez là où je veux en venir. Donc tout ça pour dire que, vraiment, une fois que vous avez compris ma philosophie par rapport à la spécificité, c'est-à-dire que c'est basé à 100% sur ton objectif, pose-toi vraiment la question là. Quel est mon objectif quand je vais à l'escalade? Est-ce que mon objectif c'est juste de prendre du plaisir et de faire un peu n'importe quoi? Bah là du coup t'as pas besoin de structurer forcément beaucoup ta pratique, tant que tu vas grimper et ou faire ce que tu veux, je sais pas, du renfo, des circuits training, peu importe, et que ça te rend heureux et que bah t'as pas besoin de plus, hein, tout simplement, bah ton objectif il est rempli, donc pour moi c'est spécifique. Par contre, si tu te dis, ok, je reprends mon exemple du 7B, je veux sortir 7B après travail en falaise, et que tu passes ton temps à grimper en salle, que tu sais que tu manques de force doigts, mais que tu ne renforces pas tes doigts de telle ou telle manière, je vais en parler juste après, bah du coup tu n'es pas du tout spécifique à ton objectif. Souvent c'est la stagnation, la frustration, et du coup, bah là je vais te parler de tout ça et de comment régler tous ces problèmes dans les parties suivantes. Donc ma vision de la spécificité, c'est vraiment ça. Quel est ton objectif? Quels sont tes facteurs limitants? Tout ce qui ne rentre pas dans cette équation n'est pas spécifique pour toi et ça va être une perte de temps dans 90% des cas. Je prends un exemple un peu tiré par les cheveux, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Tu penses que tu manques, je sais pas, par exemple, de cardio et de forme physique générale. Si pour ça tu te dis je vais courir 3 fois par semaine avant de commencer à aller en falaise pour développer, je sais pas, telle ou telle qualité, et que tu te dis voilà, là mon entraînement pendant 3 semaines c'est juste de courir 3 fois par semaine pour retrouver la forme, bah spoiler alerte, mais tu vas juste retrouver la forme en course à pied, tu vas pas retrouver la forme en escalade parce que tu vas pas grimper, tu vas pas renforcer tes tissus, etc., etc. Et donc du coup là vous voyez où je veux en venir avec ce fameux mot spécifique, mais spécifique à quoi? Du coup spécifique à tes objectifs et à tes facteurs limitants. Donc ça c'était vraiment pour la première partie de la définition de qu'est-ce que c'est selon moi, ma vision de coach de la spécificité. Maintenant une fois que j'ai défini ça, il y a différents degrés de spécificité. C'est-à-dire que si je suis assez extrême dans ma vision, là je vous ai cité l'exemple de quelqu'un qui veut faire un 7B en falaise après travail. Tout ce qui n'est pas grimper dans un 7B après travail en falaise n'est pas spécifique. C'est-à-dire que par exemple, grimper un 7A+ après travail en falaise, dans ma vision, là, avec ma définition, ce serait pas spécifique. Bien sûr, il y a de la nuance là-dedans, c'est-à-dire que si vous matchez le stimulus de, par exemple, grimper en falaise, c'est déjà très très bien. Si actuellement vous n'avez pas le niveau pour faire les moves dans votre 7B, vous allez devoir construire votre base, etc., etc. Donc en fait, quand je parle de différents degrés de spécificité, il y a la spécificité même en vous disant ok ma tâche c'est grimper un 7B après travail, c'est le plus spécifique que je peux faire, donc c'est le degré numéro 1 de spécificité. Le degré numéro 2, ça va être par exemple grimper en falaise dans un niveau inférieur. Le degré de spécificité numéro 3, ça va être juste grimper au sens large. Par exemple, si vous ne pouvez pas aller en falaise, ça va être grimper en salle de voie parce que ça matche plus ou moins le stimulus de la falaise. Il y a le côté mental, technique, clipper les dégaines, etc. qui est hyper important. Si vous n'avez pas accès à une salle de voie, vous allez peut-être faire des circuits dans une salle de bloc, etc., etc. Et en fait, on peut diminuer les degrés de spécificité pour rentrer en fait dans vos contraintes. Et là, du coup, c'est un autre problème, mais du coup, je vais en parler dans la partie suivante avec la fameuse erreur classique de vouloir tout faire en même temps. Selon moi, je dis bien selon moi, hein, là ça n'engage que ma vision à moi, si vous voulez progresser sur une activité donnée et sur une tâche donnée, donc que vous voulez être spécifique à un objectif, en théorie, il faudrait que 2 fois dans la semaine, vous puissiez avoir un stimulus qui se rapproche d'un très haut degré de spécificité. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple du 7B voie en falaise, si 2 fois par semaine, vous pouvez aller grimper par exemple en falaise, c'est idéal. Après, si vous pouvez aller 1 fois en falaise et 1 fois en salle de voie, ça va être aussi pas mal. Si vous commencez à vous dire, ok, en fait la falaise c'est pas accessible parce que c'est à 2 heures de route, etc. Et en fait je peux pas y aller, j'ai trop de contraintes personnelles, professionnelles, etc. Si vous grimpez 2 fois par semaine en salle, déjà là ça commence à être trop loin du spécifique. Parce que vous vous dites, ok, en fait quand est-ce que je vais pouvoir aller concrètement en falaise, essayer mon 7B après travail, et vraiment cocher ma voie et progresser en falaise, etc. Si la réponse est je fais une sortie de falaise par mois, ou je fais un stage d'une semaine par an, ou quelque chose comme ça, malheureusement je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir progresser spécifiquement sur cet objectif. Après, il y a un degré de transfert entre les différentes disciplines, il y a la spécificité physiologique, etc., etc. Je vais y revenir avec les différents degrés justement de spécificité. Mais déjà, si je parle juste de spécificité de l'escalade en elle-même, du coup, si je reprends mon objectif, 7B falaise, plus je me rapproche de ce truc-là de 7B et falaise, plus je suis spécifique. Donc au final,
Vous avez compris que dans mon exemple, grimper en salle commerciale, je vais pas citer de nom pour pas faire de conflit d'intérêt, mais en salle de bloc commercial et faire des circuits par exemple dans les blocs rouges, c'est pas du tout spécifique à mon objectif et je peux stagner en fait pendant des années à ce niveau-là sans jamais transférer ces compétences sur le rocher dans un 7B après travail en falaise. Vous voyez où je veux en venir dans cette première partie, en tout cas sur la partie que grimpe. Maintenant que ça c'est dit, je sais qu'on n'est pas des athlètes de haut niveau, qu'on a des contraintes personnelles, professionnelles, on peut pas aller en falaise 3 fois dans la semaine, enfin là dans mon exemple du 7B voie en falaise, euh, mais par exemple, voilà, vous avez du temps pour faire du renfort ou pour grimper en salle dans la semaine. Maintenant que ça c'est dit et que vous devez gérer avec vos contraintes, vous n'avez pas le choix tout simplement, il faut se rapprocher le plus possible de la spécificité. Donc je vais prendre un exemple assez concret, vous allez comprendre là où je veux en venir. On imagine que mon 7B voie en falaise, il fait 30 mouvements, et que si vraiment je fais un parallèle bancal, ça équivaudrait à faire une trentaine de tractions d'affilée sans lâcher la barre. Je suis d'accord que le parallèle est assez bancal et que c'est pas forcément bien d'imager le côté grimpe en faisant un parallèle grimpe renfo comme ça, mais vous allez voir où je veux en venir. Si vous savez que vous devez vous entraîner pour réussir à faire 30 tractions d'affilée au poids de corps sans lâcher la barre, en fait, toutes vos séances de renfo, de grimpe, etc., vous devez avoir un peu cet objectif en tête de vous dire, ok, il faut absolument que je m'entraîne pour atteindre ces 30 tractions au poids de corps. Comment je vais faire? Je dis un truc au hasard, ok, je commence par 4 séries de 12, semaine d'après 4 séries de 15, semaine d'après 4 séries de 18, ah ok, je commence à stagner, je vais faire 6 séries, je vais diviser, et au lieu de faire 6 séries de 18, parce que j'en serais pas capable, je vais plutôt faire 6 séries de 10, 6 séries de 12, 6 séries de 14, 6 séries de 15, etc., jusqu'au jour où vous allez arriver à faire vos 30 répétitions au poids de corps, dans mon exemple des tractions là, qui serait un parallèle de faire un set B voix de 30 mouvements en falaise, et ça va marcher. Là où je veux en venir, c'est que si vous connaissez les contraintes spécifiques de votre objectif, par exemple, dans ma voix, je dois tenir des prises qui font minimum 15 mm, donc il n'y a pas de prise plus petite que 15 mm. Du coup, dans mon exemple, ça ne sert à rien de s'entraîner, par exemple, sur 10 mm. Si vous savez que c'est une voix légèrement déversante avec aucun bon repos, ça ne sert à rien de s'entraîner à délayer sur des repos ou faire de la dalle, par exemple, etc. Et là, vous voyez où je veux en venir, par rapport à l'aspect contrainte et priorité. C'est-à-dire que si vous analysez votre tâche et que vous vous dites, ok, grimper mon 7V voix en falaise, ça équivaut, si je refais mon parallèle bancal, à faire 30 tractions d'affilée sans lâcher la barre. Si vous vous entraînez à faire par exemple des muscle-up sur 3 reps de manière explosive, ça va pas se transférer sur 30 répétitions au poids de corps. Et du coup, c'est là le piège en fait. Et là, dans mon exemple, faire du bloc en salle sur des blocs commerciaux, donc des cordes, ce serait l'équivalent de faire 3 muscle-up. Et du coup, grimper en falaise, ce serait l'équivalent de faire 30 tractions. Et du coup, maintenant qu'on sait ça, les différents degrés de spécificité, que ça doit être adapté à vos contraintes, vos priorités, etc., ça me permet du coup de faire la transition avec la partie suivante. L'erreur classique de quasiment tous les grimpeurs qu'on retrouve aussi en suivi chez Ascension, à qui on arrive à débloquer un énorme palier de progression, c'est vraiment que vous voulez tout faire en même temps. Toi qui écoutes ce podcast, tu veux tout faire en même temps et c'est l'erreur classique. Dans ta semaine, tu veux faire des cours d'eau en salle, tu veux faire du renfort, j'en sais rien, des tractions lestées pour augmenter les chiffres et juste pour se sentir bien en termes d'ego. Tu veux faire des blocs sur la kilterboard. Et ensuite, arriver le week-end en falaise, en fait, tu vas pas en falaise parce que t'as peur d'y aller, parce que t'as peur de l'échec, par exemple. Et là, t'es dans le schéma de la boucle infinie de la stagnation parce que, au fond, ton objectif, c'est de faire ce 7B falaise, mais tu vas trouver 10 000 raisons pour ne pas y aller, pour faire autre chose à la place, pour chercher si tel ou tel protocole de suspension sur la poutre est plus spécifique pour faire progresser ou quoi que ce soit, alors que tu aurais mieux fait d'aller en falaise et de pas perdre tout ce temps à t'entraîner et à rechercher quelle est la méthode miracle, alors que tu avais l'occasion d'aller en falaise le week-end, mais t'as pas voulu y aller parce que tu avais peur de l'échec, par exemple. C'est un exemple un peu extrême, on va dire, et je vais un peu vite dans ces parties-là, mais en fait, ça reste un podcast flash, et mon idée derrière ce podcast flash sur la spécificité, c'est surtout de te dire d'arrêter de te prendre la tête. En fait, rien n'est spécifique au sens large. C'est-à-dire que, par exemple, si tu commences à te dire qu'est-ce qui est plus spécifique entre faire des suspensions sur la poutre, le block lift, faire du développé couché, faire des dips, faire des squats avec une barre, ou des pistol squats au poids de corps, etc. Rien de tout ça n'est spécifique à l'escalade. Là où ça va être intéressant pour que tu progresses en tant que grimpeur de faire par exemple ces exercices que j'ai cités précédemment, c'est seulement dans une optique où faire ces exercices va renforcer ton corps d'une manière générale, qui va te permettre par exemple d'avoir une capacité d'entraînement supérieure et qui va te permettre de faire, je reprends un exemple pour mon 7B en falaise, 5 runs dans ma voie pour travailler mon 7B plutôt que 2. C'est-à-dire que j'aurais tellement augmenté ma capacité d'entraînement au sens large que je pourrais me permettre, entre guillemets, de mettre 5 runs dans mon 7B
au lieu d'en mettre que 2 et d'être complètement cuit. Et là, vous voyez aussi là où je veux en venir, c'est qu'en fait, en tant qu'athlète au sens large, hein, enfin de personnes qui s'entraînent, pas forcément un athlète de haut niveau, tu as tout intérêt en fait à intégrer une part de renforcement, une part de grammes structurés, une part de grammes spécifiques, etc. pour que le combo de tout ça te permette sur du moyen terme et du long terme de faire de la surcharge progressive, d'augmenter ta capacité, et c'est cette augmentation de ta capacité couplée à ce que j'appelle dans plein de podcasts la pratique intentionnelle qui va vraiment te faire progresser. Je prends un exemple très concret. Du coup, je reprends mon exemple du 7B voix où j'ai dit que le grimpeur manquait de force en traction, de force en tenue de prise et de rési. En fait, là, du coup, s'il peut aller en falaise 2 fois par semaine, du coup, il peut se dire, ok, 2 fois par semaine en falaise, ça va être l'équivalent de ma rési. Donc ça va être par exemple grimper à vue. Parce que souvent, grimper à vue, si vous voulez vraiment réussir la voie, vous allez aller dans un haut niveau d'effort. Donc par exemple, un effort de 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10 en termes d'intensité perçue de la dobante. Et ça équivaut du coup à travailler sa rési. Donc là, on a du spécifique. 2 fois par semaine en falaise, 2 fois par semaine de la rési, parce que du coup, ce grimpeur-là aurait besoin de rési. Maintenant, il sait aussi qu'il manque de force en tenue de prise. Il ne peut pas aller à la falaise une 3e fois dans la semaine pour faire par exemple ce que moi j'appelle du bloc max sur corde, donc en gros faire de la séance de voie max, donc travailler les bouffes dures dans son projet. Du coup, là, ça a beaucoup de sens de faire par exemple des suspensions sur la poutre pour travailler sa force doigt. Et après, est-ce qu'il manque vraiment que de force doigt? Si c'est le cas, faire juste des suspensions sur la poutre, ça peut suffire. Si il peut rajouter à ça, par exemple, quelques séries de dips, quelques séries de développés, quelques squats, etc., pour augmenter sa résilience globale de tout le corps, moins se blesser, avoir une capacité d'entraînement plus élevée, etc. Donc faire au final ce que moi j'appelle une vraie séance de renfo, une séance où vous allez avoir, allez, je dis un chiffre au hasard, 4 ou 5 exercices grand maximum, où vous allez vraiment forcer un RPE 7-8 et vous allez chercher justement la surcharge progressive sur cette séance-là. Si cette personne, enfin ce grimpeur, peut faire 2 séances par semaine en falaise spécifique, on va dire rési, et 2 séances par semaine de renfo, entre gros guillemets, où il va travailler sa force, en fait, très vite, il va réussir à faire son objectif parce qu'il est en train de travailler pile ce dont il a besoin par rapport à son objectif de manière hyper spécifique parce que il passe du temps en falaise à travailler sa rési, par exemple. Et là, du coup, vous avez le combo parfait de l'inverse de l'erreur classique, donc le succès classique. Pour moi, les grimpeurs que je fais le plus progresser, enfin je dis je, mais c'est on fait progresser avec Ascension, parce que là je parle à la première personne vu que c'est moi qui fais le podcast, mais les personnes qui ont fait le plus progresser, c'est des personnes qui étaient perdues, dans le sens où, par exemple, tu grimpes en salle 3 fois par semaine, par exemple une salle commerciale de bloc, tu vas juste dans les nouveaux secteurs, faire les nouvelles ouvertures, t'essayes juste de flasher les blocs à la séance, ou alors tu travailles des blocs mais en 2-3 runs maximum. Quand ça sort pas, tu te dis bon c'est pas pour moi, je passe à la suite. Et au final tu fais ce que j'appelle du junk volume, c'est-à-dire que tu vas essayer de mettre des runs mitraillettes dans des cordeaux que t'as même pas besoin de travailler parce que ton vrai objectif c'est de faire un 7B en falaise après travail où il n'y a pas de cordeau dedans par exemple. Et du coup ces 3 séances par semaine, elles te fatiguent, elles ne sont pas spécifiques, t'accumules de la frustration, tu te vois stagner, et du coup t'es dans cette erreur classique. Une autre erreur classique dans ce vouloir tout faire en même temps, c'est vouloir tout faire en même temps aussi en termes de complexité. C'est-à-dire vouloir rentrer directement dans un entraînement qui est trop complexe, ou de se dire que si on peut pas s'entraîner 4 fois par semaine, 2 fois par jour, etc., ça sert à rien de s'entraîner parce que je vais pas progresser. Ça, c'est une erreur que je peux souvent observer avec des personnes qui sont un peu frileuses, on va dire, pour passer à l'action, pour vraiment commencer à s'entraîner, commencer à structurer leur pratique, et qui se disent, oui, mais de toute façon, moi, je grimpe que 2 fois, ou grand max 3 fois par semaine, je peux faire qu'une séance de renfort à la maison, c'est pas grave, ça vaut pas le coup, et au final, la personne ne s'entraîne jamais, ne structure jamais sa pratique, et elle va être frustrée parce qu'elle va être sur un gros plateau de stagnation. Donc là, ça revient à pareil, ce que j'ai dit dans plein d'autres podcasts, vraiment ce truc de, vous pouvez toujours faire mieux, mais il faut le faire progressivement. C'est-à-dire que si tu peux faire que 2 séances de grimpe par semaine et que tu as le temps par exemple de faire 2 séances de renfort à la maison, tu peux progresser énormément en escalade sur un objectif précis. Je maintiens vraiment l'objectif précis, c'est hyper important. Vous n'allez pas devenir Mejdi en grimpant 2 fois par semaine, c'est pas possible, même si vous commencez à grimper à 4 ans, pour plein de raisons, parce que du coup, là on peut me sortir aussi le contre-argument de oui mais regarde les athlètes ils sont forts dans tous les styles. Oui mais en fait ils sont forts dans tous les styles parce qu'ils pratiquent tous les styles. C'est-à-dire que, je sais pas, un Sorato, on va dire, il est fort en bloc en compétition parce qu'il fait du bloc en compétition, il est fort en diff parce qu'il fait de la diff, il y passe du temps, il est fort sur la board parce qu'il fait de la board, etc., etc. Enfin, on peut trouver 10 000 raisons, mais si on avait vraiment moyen de calculer son temps de pratique accumulé sur toutes les disciplines, il aurait, je dis un chiffre au hasard, 10 000 heures de pratique en bloc, 5 000 heures de pratique en diff et 3 000 heures de pratique sur la board.
Et du coup, à notre échelle, de nous, simples mortels qui avons pas des contraintes, un travail, une vie de famille, une vie professionnelle, etc., en fait, le temps d'accumuler toutes ces heures de pratique en escalade, déjà souvent entre-temps on sera blessé, faut dire la vérité, parce que du coup on n'est pas préparé à ça, les contraintes que ça inflige aux tendons, aux ligaments, etc. Enfin si on essaie d'augmenter la charge trop rapidement on va se blesser, mais bon si on oublie le côté blessure, on imagine que vous êtes invincible. En fait pour accumuler 18 000 heures d'entraînement, si vous grimpez que 3 heures 2 fois par semaine, en fait 6 heures, 18 000 divisé par 6, ça vous fait je sais pas combien de temps, mais bref, en gros vous avez compris là où je veux en venir en termes de nombre de semaines, ça vous fait peut-être, allez, j'ai pas le calcul précis en tête, mais 10 ans de pratique. Et en fait, vous avez déjà 30 ans, et pour accumuler 10 ans de pratique, vous allez avoir 40 ans, votre physiologie diminue, vous allez accumuler des contraintes, etc., etc. Et en fait, du coup, vous allez jamais vraiment progresser. Et là, du coup, peut-être mon exemple avec Sorato, les 18 000 heures de pratique, pareil, il est peut-être un peu extrême, mais c'est vraiment pour imager ce que je suis en train de dire avec cette fameuse erreur classique. Pour moi, l'erreur classique, c'est ça, c'est de vouloir tout faire en même temps, et du coup, de tout mal faire un petit peu, et de faire, par exemple, des coordos en salle, des blocs commerciaux en salle, de la board, de pas faire d'exté parce que vous n'avez pas le temps, alors que c'est vraiment votre objectif, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, ça, pour moi, c'est vraiment important de prendre le temps en fait de se poser et de remettre vraiment la spécificité au centre de ta semaine parce que tes ressources sont limitées en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de récupération et du coup tu as besoin de spécificité dans ta semaine et je vais du coup te dire exactement comment faire ça dans la partie suivante. Je suis peut-être un peu perdu dans les explications avant, mais enfin tout ça pour dire que ça me parle quand même ce que je suis en train de dire et là du coup je passe vraiment à la partie comment remettre la spécificité au centre de ta semaine. Ça tient en une seule phrase, c'est pose-toi la question pourquoi. Pourquoi je suis en train de faire telle séance? Dans cette séance, j'ai 2 exercices. Pourquoi je fais l'exercice 1? Pourquoi je fais l'exercice 2? Pourquoi je suis en train de faire telle séance de renfo? Pourquoi je pense que je manque d'endurance? Pourquoi je pense que je manque de rési? Etc. etc. Et en fait, cette question pourquoi, elle est hyper forte parce qu'elle va vous permettre d'identifier vraiment encore mieux vos facteurs limitants. Éventuellement, s'il y a des choses dans votre semaine qui sont utiles, d'autres inutiles, je prends un exemple très concret. Ok, je suis en train de faire une séance d'étirement d'1 heure. Pourquoi je suis en train de faire cette séance d'étirement d'1 heure? Parce que je pense que je manque de souplesse. Ok, tu penses manquer de souplesse. Qu'est-ce qui te fait dire que tu manques de souplesse? Pourquoi tu penses manquer de souplesse? Je pense manquer de souplesse parce que quand je suis dans le crux de ma voie en 7B, il faut faire un grand écart et j'ai pas la souplesse de faire ce grand écart, mais j'en suis pas très loin. Peut-être il me manque 10 centimètres ou 10 degrés d'amplitude. Et une fois que j'aurai débloqué ce grand écart, ça va me débloquer le crux de cette voie et je vais réussir à faire la voie. Et là, vous voyez où je veux en venir. J'ai répété au moins 18 fois cette phrase dans le podcast, mais c'est hyper pertinent que vous ayez tout mon schéma de pensée et pourquoi je suis en train de faire ce podcast, etc. En fait, juste en posant 3 fois la question pourquoi, j'ai justifié le fait de faire cette séance d'étirement d'1 heure, que ça avait du sens par rapport à mon objectif, mes facteurs limitants, et que ça allait vraiment se transférer dans ma performance. Maintenant, faites l'exercice avec tout ce que vous êtes en train de faire dans la semaine. Par exemple, je vais prendre un exemple pareil un peu extrême pour imager, mais le sommeil. Pourquoi je dors 6 heures par nuit et pas 9 heures? Ok, parce que j'ai des contraintes, ceci, cela. Est-ce que j'ai vraiment des contraintes? Ou est-ce que je me cherche des excuses et je pourrais me coucher 1 heure plus tôt, mais en fait, au lieu de ça, je scrolle sur TikTok et au final, je me couche 1 heure plus tard? Pourquoi tu scrolles sur TikTok, blablabla, blablabla. Et on peut remettre 18 fois le mot pourquoi, et en fait, vous allez vous rendre compte que dans votre semaine, là je parle au sens large, même pour le côté des habitudes quotidiennes avec TikTok et le scrolling par exemple, mais il y a vraiment beaucoup de temps qu'on perd, que ce soit dans des petites tâches quotidiennes qui n'ont pas de sens, à l'entraînement, à faire des trucs qui servent à rien. Par exemple, j'en sais rien, je vais prendre un exemple parlant, mais j'espère que c'est pas ton cas. T'as écouté le podcast sur les antagonistes, tu te dis, ouais, les antagonistes c'est trop bien, je vais les faire 3 fois par semaine. Alors que dans le podcast, je dis que déjà les faire 1 fois par semaine, c'est très bien, et éventuellement 2 fois par semaine si vraiment t'as le temps et que t'as vraiment besoin de progresser là-dessus, mais 3 fois par semaine, jamais de la vie, surtout pour un grimpeur. Mais du coup, cette personne-là, elle va se dire, les antagonistes, c'est trop bien, je travaille mes antagonistes 3 fois dans la semaine. Pourquoi tu travailles les antagonistes 3 fois dans la semaine? Ah parce que j'ai écouté un podcast et que je trouve ça cool. Pourquoi tu trouves ça cool, etc., etc. Et en fait, en creusant le pourquoi, la personne va se rendre compte que, en fait, je suis en train de faire les antagonistes 3 fois par semaine, mais je sais pas pourquoi. Juste parce que, je trouve ça cool. Mais est-ce que c'est mon objectif de juste faire un truc cool, enfin, que je perçois comme cool? Est-ce que je veux faire un 8 à bloc en XT? Est-ce que je veux faire un 7B falaise après travail? Est-ce que je veux être top 3 au championnat régional? Est-ce que ce truc-là que je suis en train de faire, ça va m'en rapprocher? En fait, c'est vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser. Et là, du coup, t'as le cœur de la partie, hein. Enfin, de toute façon, je l'ai dit dès le début de la partie, c'est vraiment pose-toi cette question pourquoi.
Pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer de grimper 3 fois par semaine? Ok, j'essaye de grimper 3 fois par semaine parce que je sais que je dois accumuler un certain volume d'entraînement sur la semaine pour être un grimpeur complet. Par exemple, 2 séances de rési en falaise, une séance de bloc max en salle pour conserver ma force, parce que si je fais que de la rési, je vais perdre ma force. Si je perds ma force, je deviens moins résistant par affiliation, on va dire, parce que si mon niveau de force et de recrutement max diminue, j'ai beau être plus résistant, mais en fait, si ça ne pourra pas excéder mon palier de force max. Vous voyez où je veux en venir. Ok, maintenant que j'ai ces 3 séances dans la semaine, pourquoi je peux pas en faire une quatrième? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment justifie le fait que je ne peux pas grimper une quatrième fois? Ok, je pourrais grimper le samedi, mais le samedi, c'est plutôt réunion de famille, c'est important pour moi la vie de famille, je peux pas faire autrement. Enfin, je pourrais faire autrement, mais je devrais sacrifier ma vie de famille, et c'est pas mon objectif. Ok, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Tu veux garder ta vie de famille à côté, c'est parfait. Faut juste te dire que va falloir être hyper efficace dans ces 3 séances par semaine, parce que si tu commences à te dire, je grimpe 3 fois par semaine, mais une fois par semaine, j'aime bien être libre, faire un peu n'importe quoi avec les copains, etc. Au final, t'as que 2 séances dans ta semaine qui sont vraiment structurées, multipliées par, allez, on va dire 40 semaines dans l'année, parce que tu t'entraînes pas non plus 52 semaines par an. 40 fois 2, ça fait 80, tu n'as que 80 séances structurées dans ton année, pardon, et du coup, en fait, c'est 4 fois moins que quelqu'un qui grimperait 4 fois par semaine, de manière structurée, etc. Là, vous voyez aussi où je veux en venir, sur le côté vitesse de progression entre différents grimpeurs. Qu'est-ce qui fait que les jeunes progressent plus vite que les adultes, on va dire, j'allais dire les vieux, mais pas les si vieux que ça au final. Quand je dis les jeunes, on va dire moins de 18 ans, et les vieux plus de 18 ans, on va dire entre 18 et 40 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un grimpeur qui commence à grimper à 30 ans progresse moins vite qu'un jeune de 14 ans? En fait, c'est toutes ces raisons-là additionnées. C'est-à-dire que le jeune, déjà, il récupère plus vite, il a que ça à faire, il n'a pas de stress, blablabla, il peut y aller 6 fois dans la semaine s'il a envie. Enfin, en fait, il y a tellement de facteurs qui s'additionnent aussi que il y a ça aussi dans la question de la spécificité dans ta semaine. C'est pose-toi vraiment la question de ok, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma semaine, pourquoi je suis en train de le faire, est-ce que ça a du sens par rapport à mon objectif, par rapport à mes facteurs limitants, là je parle on va dire plutôt physiologiquement parlant, et mes facteurs limitants en termes de contraintes horaires, de temps que je vais y passer, de sacrifices, je mets des gros guillemets sur les sacrifices que je suis prêt à faire pour atteindre tel ou tel objectif. Et des fois, on n'est juste pas prêt à faire certains sacrifices. Par exemple, là dans mon exemple, je sais que si je vais grimper une quatrième fois dans la semaine, ça peut être productif parce que ça peut être une séance en falaise en plus, où je vais peut-être potentiellement travailler mon projet, etc. Sauf que si je fais cette quatrième séance, je vais sacrifier ma vie de famille. Si je sacrifie ma vie de famille, je perds mon équilibre familial, entre guillemets, et ça va me poser des problèmes psychologiques, et ces problèmes psychologiques vont m'impacter, je vais être plus stressé, je vais être moins heureux, je vais moins bien dormir, si je dors moins bien, je progresse moins bien, etc., etc. Et la boucle, elle est lancée, et vous êtes dans une boucle infinie tant que vous n'avez pas trouvé justement cet équilibre. Donc, pour remettre du concret sur cette partie spécificité, je te conseille déjà 3 choses qui sont vraiment tangibles que tu peux appliquer dès maintenant. Grimpe 3 fois par semaine. Sur ces 3 séances de grimpe, au moins 2 séances de grimpe dans ta semaine doivent être structurées en fonction de ton objectif avec le plus haut degré de spécificité possible. Je reprends mon exemple du 7B en falaise. Si je peux grimper 3 fois par semaine et que 2 fois par semaine je peux aller en falaise, pas forcément pour faire du 7B, mais par exemple pour faire du volume dans le 6C, je suis en super bonne voie pour atteindre mon objectif. La 3e séance, il faut que ça complète les 2 autres. C'est-à-dire que si vous faites 2 fois dans la semaine de la rési, il vous manque un peu de stimulation en termes de force. Peut-être que faire une séance de force sur, par exemple, la moonboard, en salle, 1h30 top chrono, ça peut suffire pour développer cette qualité et que vous ayez un super bon équilibre et que vous atteigniez votre objectif hyper rapidement, je vais dire hyper rapidement possible, mais ça veut rien dire. Donc ça, c'est le premier point. 3 séances de grimpe par semaine, minimum. Sur ces 3 séances de grimpe, 2 séances structurées. C'est la base de la base pour atteindre n'importe quel objectif en escalade, je pense. Les personnes qui arrivent à atteindre un objectif avec moins que ça sont souvent des gens qui ont déjà ce que ça requiert, on va dire physiquement parlant et physiologiquement parlant, et qui ont juste besoin de passer du temps sur leur objectif pour valider la chose. Après voilà, il y a tellement des cas particuliers, etc., que je vais pas me perdre, mais ça c'est le premier point. 3 séances de grimpe, dans ces 3 séances, 2 séances structurées, en fonction de tes objectifs et de tes facteurs limitants, que ce soit le matériel auquel tu as accès, donc là quand je dis matériel, ça va être la salle d'escalade par exemple, est-ce que tu as une board, est-ce que tu as un spray wall, est-ce que c'est juste une salle commerciale, est-ce que tu as accès à une salle de diff, est-ce que tu as accès à la falaise, au bloc XT, peu importe, et aussi le matériel en termes de renfo, j'y viens dans le deuxième conseil justement. Du coup la deuxième partie, donc le deuxième conseil, c'est le renfo. Le renfo, si possible 2 fois par semaine. 3 fois c'est pas mal parce qu'avec 3 fois vous pouvez faire 2 séances spécifiques et une séance on va dire d'antagoniste qui a un faible degré de spécificité mais qui augmente votre capacité globale, votre résilience, qui diminue votre risque de blessure, etc. Et du coup, par exemple 2 séances de renfo, là dans l'exemple de mon grimpeur qui avait besoin de progresser en force en tenue de prise, là ça peut être
2 séances par semaine en falaise à faire de la résie, une séance par semaine où il va faire de la force en échauffement, donc des suspensions sur la poutre par exemple, et une séance de moonboard de 1h30 où il va forcer, et une séance de rappel par exemple le samedi où il va faire du coup à nouveau de la force sur la poutre. On imagine que sa séance de moonboard, il va le faire par exemple le mercredi, et que sa séance de rappel, il l'a fait le samedi. Comme ça, il y a un certain espace entre les 2 jours pour pouvoir récupérer spécifiquement sur les tissus qui sont sollicités. Séance bonus antagoniste, ça peut être le soir en rentrant de la falaise, peu importe, voilà, 4 séries de pompes, quelques Cossack squats, 2-3 rotations avec halter, en 30 minutes top chrono ça peut être plié, et ça suffit largement pour progresser. Donc ça c'est le deuxième conseil, spécificité aussi dans le renfort par rapport aux facteurs limitants. Et le dernier point, ça va être toutes les habitudes de vie, donc là quand je parle des habitudes de vie, ça va être le sommeil, la nutrition, la marche, les étirements, etc., etc., l'hydratation, enfin bref, ça rentre dans la nutrition. En fait, tous ces petits à côté, il faut que vous réussissiez à le faire le plus facilement possible pour que ça rentre le mieux possible dans votre style de vie et que vous voyez pas ça comme une contrainte. Ça doit pas être une contrainte de dormir 8 heures par nuit. Ça doit se faire, on va dire, de manière fluide. Après, bien sûr, si c'est 7 heures parce que vous avez un métier prenant ou que vous avez des enfants ou quoi que ce soit, si c'est 7 heures de qualité, ça peut largement suffire pour progresser jusqu'à un certain niveau. Il y a de la nuance aussi là-dedans en termes de spécificité. Mais pareil, si vous n'arrivez pas à marcher 10 000 pas par jour, marcher 7 000 pas par jour, c'est largement suffisant. Faire des étirements une fois par semaine, c'est moins bien que 2, mais ça reste suffisant aussi, etc., etc. Donc vraiment, dans ces petites habitudes, posez-vous aussi la question de la spécificité. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête, par exemple, pour la nutrition à la calorie près. Faites une estimation globale de tout ce que vous avez mangé dans la journée. Ne pesez pas forcément tous vos aliments. Dites-vous juste, ok, j'ai mangé à peu près ça ce matin, à peu près ça ce midi, à peu près ça ce soir. Vous dites ça à une IA, l'IA vous dit, ok, t'as mangé environ X calories. C'est pas parce que t'en as mangé 2300 ou 2600 et que c'est pas 2500 que ça va vraiment faire un impact colossal sur ta progression en escalade. Par contre, si t'en as mangé 2500 au lieu de 3500 parce que t'as une dépense qui est énorme, bah là, les 1000 calories de déficit, ça va peser dans la balance et tu vas être fatigué, etc., etc. Donc j'espère que c'était pas trop long et trop complexe pour ce podcast flash sur la spécificité, mais si je fais un rapide résumé, vraiment la spécificité se base absolument sur ton objectif, tes facteurs limitants. Et après, comment connaître ces facteurs limitants, ça revient à tout ce que je disais dans les podcasts précédents sur savoir s'évaluer, savoir faire appel à un coach pour se faire évaluer, si jamais. Et ça me permet de faire la transition du coup avec la question de Damien. Et donc je vais relire la question. Comment savoir si j'ai suffisamment de force générale et qu'il devient plus rentable de consacrer davantage de temps au travail spécifique en grimpe? Et là du coup pour moi cette question elle illustre l'intérêt de ce podcast et ça montre aussi que ma réponse va être assez polarisée. En fait, dans la question de Damien, il y a deux choses. Il y a force générale qui s'oppose à travail spécifique en grimpe. Je n'oppose jamais les deux. C'est-à-dire que je vais jamais dire à quelqu'un, ok là tu fais que de la force générale et quand tu as passé tel ou tel cap, tu peux recommencer à grimper et ça va se transférer dans ta grimpe. Ça marche pas comme ça malheureusement, parce que sinon on ferait juste du développé couché et du soulevé de terre en salle, quelques tractions et on retournerait à la falaise et on serait tous des mutants. Le truc c'est qu'il faut pas opposer selon moi force générale et travail spécifique en grimpe. Parce que comme je l'ai montré dans mon exemple précédent, tu peux travailler ta force générale, comme tu le dis, en faisant par exemple une séance d'antagoniste, mais que ça s'intègre à ta semaine et qu'en fait ton travail soit déjà spécifique en grammes par rapport à ton objectif. Du coup, il n'y a pas vraiment de sens à dire quand est-ce que j'ai suffisamment de force générale et quand est-ce que je dois faire que du spécifique. Pour moi, en fait, il y a un degré de chevauchement, on va dire, entre le général et le spécifique qui est intéressant à avoir. Je reprends l'exemple des antagonistes, mais c'est le meilleur exemple que je peux citer. Faire des séances d'antagonistes, ce n'est pas du tout spécifique à l'escalade. C'est-à-dire que, à moins de juste voir la spécificité tissulaire, de se dire ok, je renforce mes tissus des épaules, des coudes, etc. Et là, oui, ça a beaucoup de sens. Mais d'un point de vue purement physiologique ou transfert dans la performance, c'est pas en faisant des séances d'antagonistes qu'on va progresser en escalade. Par contre, si cette séance d'antagoniste s'intègre dans un cadre où ton degré de spécificité sur la grimpe est déjà élevé par rapport à ton objectif. Donc par exemple, je dis un truc au hasard pour Damien, ton objectif c'est de faire un 8 bévois, et que tu passes déjà par exemple 2 séances par semaine en falaise à faire une séance de volume parce que tu as besoin d'augmenter ton volume et une séance on va dire de travail dans ton projet parce que tu as déjà plus ou moins la force de faire les bouffes dans ton projet mais tu as besoin de travailler ta tactique, ta fluidité, ton mental en termes de visualisation et de mémorisation par exemple. En fait faire une séance à côté où tu vas faire des antagonistes pour diminuer ton risque de blessure, c'est pas très spécifique, mais ça va énormément t'aider pour justement ne pas te blesser, et si tu te blesses pas, tu peux continuer ce processus pendant plus longtemps et progresser sur du plus long terme.
Donc pour moi, c'est pas ça aussi, je pense que la question de Damien, elle est liée au fait de se dire par exemple, ok, est-ce que par exemple, si je sais que j'ai un ratio de, je dis un truc au pif, 1,8 sur les doigts, qui correspond plus ou moins à un niveau 7C bloc, en cotation de bloc XT, là je parle, ou de crux dans les voies, est-ce que ça me suffit pour faire telle ou telle cotation? Ou est-ce que je cherche toujours à progresser en force sur les doigts, etc. Et là, du coup, bah, ça revient aussi à tes sensations. C'est-à-dire que dans l'évaluation, il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi tes sensations. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je reprends l'exemple de ton projet en 8B, si tu as déjà fait tous les moves de ton projet, t'as pas besoin de beaucoup plus de force parce que tu as déjà réussi à faire tous les moves intrinsèquement. Par contre, ça se trouve, tu manques d'endurance de force, tu manques de rési, tu manques d'endurance, tu manques de fluidité, tu manques de, je sais pas, de mental pour ne pas surserrer les prises à certains moments et du coup, tu doberais moins à ce moment-là, etc., etc. Donc en fait, faut jamais voir, moi je pense le pire exemple de ça, ça va être préparation physique générale versus préparation physique spécifique. De dire par exemple que pendant la off-saison, on fait de la préparation physique générale, comme par exemple du développé couché et du soulevé de terre, et pendant la prépa physique spécifique, on va faire du panguliche. Mais en fait, si votre objectif n'a pas besoin de panguliche, par exemple si votre projet c'est un 8 à dalle, en fait, il n'y a aucun de ces deux exercices qui est général ou spécifique, parce que ça se transfère pas du tout dans votre escalade, juste en claquant des doigts comme ça, et ça n'a juste aucun sens en termes de spécificité. Vous voyez où je veux en venir aussi avec ce dernier exemple du panculiche pour la dalle. Enfin pareil, c'est des extrêmes, mais c'est pour imager. Donc j'espère que tout ça, ça répond à ta question, Damien. Euh, ne te prends pas la tête avec ce truc de préparation physique générale, de te dire que tu dois atteindre tel ou tel ratio avant de pouvoir grimper telle ou telle cotation. Va essayer, couple tes sensations à des tests et regarde comment ça se passe d'année en année. Si par exemple là tu as 1,5 de ratio sur les doigts et que tu bouges bien dans ton 8B, ça se trouve tu bougerais encore mieux si tu avais 1,6. Bah, pour le savoir, il faut juste s'entraîner pour avoir 1,6, retourner dans ton projet et voir si ça change quelque chose. Et des fois, tu as des surprises dans le sens où ça fait toute la différence et des fois pas du tout. Je recite l'exemple des antagonistes. Si tu te dis, ok, je vais devenir un monstre en développé couché et en soulevé de terre, tu vas retourner dans ton 8B, ça aura rien changé et tu te diras, bon, bah en fait, je me suis entraîné dans le vide et c'était pas spécifique. Pour le coup, a raison. Donc voilà, ça conclut ce podcast flash sur du coup le mythe de la spécificité. Pourquoi ce titre un peu mystérieux aussi, j'en parle en conclusion. Parce que voilà, on entend tout et n'importe quoi sur préparation physique générale, préparation spécifique, les suspensions c'est plus spécifique que le block lift, peu importe, tel exercice de grimpe il est spécifique à tel ou tel truc. Mais en fait pour moi la spécificité n'a de sens que si c'est lié à votre objectif et en fonction du coup de vos contraintes et de vos facteurs limitants. C'était Léo pour le podcast Flash numéro 41. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. N'oubliez pas la petite review de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et si jamais l'épisode t'a parlé, que tu es perdu dans tes objectifs, dans est-ce que ce que je suis en train de faire c'est spécifique ou pas, est-ce que tu veux vraiment avoir des réponses concrètes avec un appel gratuit où on prend le temps d'évaluer ta situation, de te poser les bonnes questions, de te faire réfléchir justement en live à toutes ces questions et de comprendre le pourquoi du comment, n'hésite surtout pas à réserver ton appel. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit et les places se remplissent vite pour septembre. D'ailleurs, je tiens aussi à vous remercier pour votre confiance. Là, ça se passe tellement bien avec Ascension qu'on est en train de démarrer un processus de recrutement pour avoir des nouveaux coachs qui vont travailler avec nous. Bientôt, je vous en parlerai beaucoup plus en détail, mais on va aussi lancer l'aspect formation, c'est-à-dire former les coachs au sens large, pas que les coachs qui vont travailler avec nous. Donc voilà, il y a plein de projets qui arrivent. Je suis vraiment trop hypé de développer tout ça, de vous en faire profiter. C'était Léo pour le Flash numéro 41. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao.